Bonsoir. Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 38. Moins il y en aura, mieux ce sera. Quel quartier de Monaco sera le grand gagnant de la Battle des immeubles lancée par Monaco Info? Hier soir à 20h, c'était au tour des eucalyptus à Fontvieille. Faites du bruit! C'est l'épisode de la Battle des immeubles. Et on fait du bruit dans le quartier de Fontvieille, aux eucalyptus, avec la caserne de pompiers qui arrive dans quelques secondes. On veut voir tout le monde au balcon. Allez-y, allez-y. La bataille est en route. Une vraie compétition à travers la principauté. Et bientôt, les gagnants seront désignés. Alors, on fait du bruit! Et ce vendredi soir, le Larvoto fera-t-il mieux? C'est pour la bonne cause, il faut soutenir tous ceux qui sont en première ligne face à cette crise. Rendez-vous à 20h du côté du Testimonio, des Carmes et du Rocabella avec Ferxel Fourgon au micro et Erwan Grimaud au drone. Au sommaire de votre émission ce soir, nous allons parler des loyers des locaux commerciaux. Dans les domaines, a priori, l'État a plutôt bien fait les choses en octroyant la gratuité des loyers des locaux commerciaux. Et dans le privé, de nombreux propriétaires ont fait des efforts importants. Mais un certain nombre de locataires n'ont bénéficié d'aucun geste et ils en souffrent. Nous serons en duplex avec Véronique Alexandre, c'est une commerçante qui demande une loi. Nous serons avec Vincent Watley, un locataire heureux, et en duplex de New York avec un important propriétaire de bureau, Gilles Pastor, qui a très rapidement décidé de participer à l'effort national. Et puis, comme chaque vendredi, nous ferons notre point hebdomadaire du côté du CHPG avec le docteur Mathieu Libérator. Mais avant cela, on fait un point sur l'info avec vous, Émilie Rousseau. Bonsoir Yann Anthony, nous débutons ce point info avec la Fondation Princesse Charlène qui poursuit sa distribution de masques. 2700 kits ont été remis cette fois-ci au centre hospitalier Princesse Grasse à destination des professionnels de santé pour un usage en dehors des établissements. La direction de l'éducation nationale et le ministère d'État ont également été pourvus en masques pour les salariés mobilisés sur site. Vous le voyez sur ces images, c'est le frère de la Princesse Charlène, Gareth Whitstock, secrétaire général de la Fondation, qui a assuré cette distribution. Vous l'avez peut-être remarqué, ces masques alternatifs en tissu portent le message Strong Together, un message fort d'unité et de solidarité encouragé par le couple princier. Le message Strong Together de Mr. Wanties, on le retrouve également sur la pelouse du Stade Louis II. Alors que le championnat de Ligue 1 est toujours suspendu, les jardiniers ont tenu à s'associer à l'unité nationale avec ce message. Un grand merci à tous les soignants. C'est le pitch manager de l'AS Monaco, Franck Nicolas, qui en a eu l'idée. 6 heures ont été nécessaires pour façonner le gazon et avoir ce résultat. Nous l'avons appris aujourd'hui, les Jeux des petits États d'Europe d'Andorre n'auront pas lieu. La 19e édition devait se tenir du 31 mai au 5 juin 2021. Cette compétition est un événement majeur pour le sport monégasque. On le rappelle, 120 athlètes avaient pris part au JPE au Monténégro l'an dernier. Cette décision est lourde de conséquences pour nos athlètes et également pour la communauté des JPE. Elle témoigne de la responsabilité de nos amis andorrans. Nous saluons leur courage et nous leur témoignons tout notre soutien, a souligné Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque. Autre annonce qui devrait cette fois-ci décevoir les fans de Céline Dion. La chanteuse canadienne a décidé de reporter les premières dates de sa tournée Courage en Europe. Le concert prévu le 18 juillet sur la place du Casino est lui annulé. Voilà, merci Émilie. Le Conseil national pousse une proposition de loi pour contraindre les propriétaires à baisser de 20% les loyers des locaux commerciaux et aussi à reporter 30% du paiement des loyers à l'après-crise. De son côté, le gouvernement préfère s'en remettre à la sagesse des propriétaires et dans de nombreux cas, eh bien, ça fonctionne, mais pas dans tous. Nous rejoignons à présent une commerçante favorable à une loi. Bonsoir Véronique Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes commerçante à Monaco, vous possédez des boutiques. Alors les fonds de commerce, pas les murs, et c'est précisément ce qui vous amène. Déjà, quel est votre métier? Qu'est-ce que vous vendez? Alors, depuis 2007, donc, je suis très heureuse d'être chef d'entreprise sur la Principauté. J'ai ouvert une première boutique qui s'appelle Pretty You Monaco. Et fort de ce succès, on a développé 2 autres boutiques, une qui s'appelle La Suite, qui se trouve boulevard des Moulins, et une 3e boutique qui a ouvert il y a 5 ans,
qui s'appelle Yours Monaco et qui est le fleuron aujourd'hui des 3 boutiques que je possède sur Monaco. Très bien, donc c'est 3 boutiques de vêtements de luxe, enfin de De vêtements grand luxe, et de d'art, vraiment grand luxe. de grand Puisque nous luxe. sommes vraiment spécialisés dans les très très grandes marques qui ne sont pas déjà implantées en monomarque sur la principauté. Nous développons des marques comme Balmain, Elisab, Zuer Murad, donc des très très grands noms. Et j'ai également donc 2 baux pour mes bureaux administratifs. D'accord, donc 5 baux au total, Oui, avec combien de bailleurs? 5 bailleurs. 5 bailleurs. Bon, j'imagine que votre activité est totalement à l'arrêt, que toutes vos boutiques ont été fermées. J'imagine que vous vous retrouvez avec de la marchandise sur les bras. Alors là, c'est encore pire que ça, car vous savez que Monaco voit son pic d'activité commencer avec le bal de la Rose en mars, ensuite se développer avec l'Open de tennis, et ça va donc crescendo jusqu'à la saison estivale. Donc nous faisons rentrer énormément de marchandises pour le début mars, afin de faire face à cette énorme demande qui est pour nous la saison la plus forte. Donc là, toutes vos marchandises étaient rentrées et votre saison forte, c'est de mars à septembre. Et donc, a priori, c'est le pire moment pour vous, ce confinement. Véronique Alexandre, quelles sont les démarches que vous avez entreprises auprès de vos bailleurs? Quelle est la situation aujourd'hui? Alors la démarche a été simple à partir du moment où donc le confinement a été avéré. J'ai eu vent aussi de ce que certains bailleurs sur Monaco faisaient. Certains grands noms comme la SBM offraient carrément des loyers gratuits. Donc je me suis dit… Alors, en l'occurrence, la SBM a accordé 50% de gratuité sur les baux commerciaux. Voilà. Je sais aussi que certains bailleurs, sans les nommer, ont fait des gestes vraiment très importants. Donc j'ai commencé par demander à tous mes bailleurs un geste et on m'a simplement répondu que j'étais invitée à payer mes loyers dans les temps. Il faut vraiment aider des entrepreneurs à passer cette crise car le loyer est une grosse partie des frais. Donc, il y a des discussions entre les locataires et les propriétaires actuellement. On va le voir tout à l'heure, il y a des locataires qui ont eu gain de cause, il y a des propriétaires qui jouent le jeu. Et visiblement, quand on parle avec les responsables du secteur, quand on parle notamment avec Michel Dotta, qui est votre voisin, je crois, il considère que la plupart des propriétaires jouent le jeu. Vous êtes allé jusqu'où dans vos discussions avec vos propriétaires? C'est juste 1 ou 2 échanges par courrier, par recommandé, ou vous êtes allé plus loin? Oui. Pas recommandé. Au jour d'aujourd'hui, sur 5 baux, je n'ai aucune aide. Vous avez le sentiment d'être isolé, ou bien la majorité des commerçants dans le privé ont les mêmes difficultés que vous? Non, la majorité des commerçants dans le privé ont de grosses difficultés à se faire entendre et c'est d'autant plus injuste que mes voisins qui sont donc juste en face de mes boutiques et qui sont donc au One Monte Carlo, qui sont tous des grands groupes. Quand on parle de LVMH, de Kering ou de Chanel, ce sont des grands groupes avec des moyens financiers colossaux. Ils ont immédiatement bénéficié d'aide et tant mieux pour eux, j'en suis ravie. Mais nous, propriétaires dans le domaine du privé, nous sommes privés justement de toute aide. Donc il serait temps que le gouvernement légifère sur ce point parce qu'il y a vraiment des bailleurs récalcitrants qui ne sont pas du tout prêts à aider et qui ne veulent pas prendre conscience de la gravité de la crise. En revanche, tout en comprenant votre difficulté, la perspective d'une proposition de loi pour contraindre des propriétaires à abaisser leur loyer, il y a une petite dimension dirigiste quand même si les circonstances sont exceptionnelles. Vous n'aimeriez pas, vous, en tant que commerçante, qu'il y ait des lois vous obligeant à baisser les prix des robes que vous vendez? On va être obligé. La crise nous y oblige totalement. Mais ça, c'est le marché, c'est pas la loi. Non, mais le bon sens. C'est une évidence que si on ne baisse pas demain le prix des collections qui n'ont pas pu être vendues pendant les mois de fermeture, il n'y a, par logique, aucune cliente qui viendra acheter. Mais au même titre que le bon sens imposerait à vos bailleurs de vous laisser un petit peu d'oxygène, ou sinon vous pourriez mettre la clé sous la porte et ils n'auraient plus de locataires. Oui, mais enfin là, ils seraient contents parce qu'ils récupéreraient des fonds de commerce qui ont énormément de valeur. Ah. Donc c'est aussi un cercle vicieux où ils sont peut-être aussi satisfaits de voir qu'ils peuvent récupérer des fonds de commerce qui ont une énorme valeur commerciale,
mes boutiques ont de grandes valeurs sur le commercial, alors peut-être pas en temps de crise, mais demain, elles les retrouveront. Et retrouver des fonds de commerce de cette valeur-là, simplement parce qu'on ne peut pas payer les loyers, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont en arrière-pensée. Je ne veux pas être négative, mais il ne faut pas oublier cet aspect-là. Les fonds de commerce valent beaucoup, beaucoup d'argent sur Monaco. Surtout que je crois qu'à Monaco, à partir du moment où on ne s'acquitte pas d'un loyer, on risque d'être mis à la porte. Oui, donc tout ceci est très, très grave et il ne faut pas prendre ça à la légère. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu légiférer en cette période exceptionnelle. C'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois par siècle. Nous sommes dans la pire crise connue depuis 1945. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en place pour du long terme, mais juste pour cette crise Covid-19. Je pense qu'il faut le faire. Merci Véronique Alexandre d'avoir participé à cette émission. Votre témoignage et votre analyse et votre vision étaient particulièrement intéressantes. Merci infiniment. Émilie Rousseau, vous aurez bien quelques infos pratiques pour nous. Les fake news continuent de circuler sur la toile. Yann Anthony, de fausses informations qui peuvent faire sourire, mais qui sèment le trouble. La dernière en date, le Roquefort pourrait être un remède contre le Covid-19. Eh bien, c'est totalement faux. Aucun lien n'a été prouvé scientifiquement entre ce fromage et un possible traitement préventif. Autre exemple vu sur Internet qui est totalement faux, une lingette humide en guise de masque de protection ou encore respirer l'air d'un sèche-cheveux ne vous protégera pas non plus du Covid-19. Toutes ces rumeurs et idées reçues sont répertoriées sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Le respect des gestes barrières reste le moyen le plus efficace pour se prémunir du virus. Cette période de confinement a développé aussi de nombreux défis sur les réseaux sociaux. On connaissait le concours de jongle avec le papier toilette, mais avez-vous entendu parler du Getty Challenge? Ce défi consiste à reproduire chez soi des tableaux 2 mètres en vrai et se prendre en photo. Le parallèle est parfois surprenant. C'est le Getty Museum de Los Angeles qui a lancé l'initiative et qui a permis ainsi à l'art de s'inviter à la maison. D'ailleurs, nous vous mettons aussi au défi de participer à ce Getty Challenge. Partagez vos photos sur le réseau Malitia. Les meilleures reproductions seront diffusées sur notre antenne. Nous poursuivons notre dossier sur les loyers des locaux commerciaux. Après avoir entendu une commerçante dont les bailleurs n'ont selon elle fait aucun geste à ce stade, direction le Gildo Pastor où nous retrouvons un producteur audiovisuel belge bien connu et agent de coureurs cyclistes. Bonsoir Vincent Watley. Bonsoir Yann Anthony. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes en duplex depuis le Stars and Bars, là, ou vous êtes où, là? Non, je suis dans mon bureau, mais cyclisme est dans mon ADN, donc d'office. J'ai des maillots, j'ai de tout, des vélos, bon voilà. Ça nous rappelle des beaux souvenirs. En tant que locataire, vous êtes plutôt bien loti. Je suis très heureux, puisqu'en fait, bon, je suis ici depuis une petite vingtaine d'années, et déjà que c'est un immeuble assez exceptionnel. Gildo le gère superbement bien avec ses équipes. Et en fait, on a, sans rien demander, on a été informé le 30 mars déjà par une première lettre nous disant que plutôt que payer par trimestre, il nous proposait pour le trimestre avril, mai, juin de le payer mensuellement. Et quelques jours après, très peu de temps après, Gildo nous a écrit personnellement en nous disant qu'en fait, il reportait le trimestre et donc au trimestre suivant, et il nous faisait 25% de réduction, ce qui est exceptionnel. Parce qu'en fait, il n'y a eu aucune demande d'aucun locataire, on se parle beaucoup entre nous, et personne n'était intervenu. D'accord, vous n'étiez pas particulièrement demandeur, ou bien vous attendiez que votre propriétaire fasse un geste? Bien sûr, on a demandé des gestes tous, que ce soit à la TVA ou aux caisses sociales et autres. Et bon, au niveau du propriétaire, c'est tellement important pour nous d'avoir nos locaux que c'était le dernier à qui je pensais demander. Puis j'en entendais parler, et le geste de Gildo, je l'ai énormément apprécié, et nous tous dans l'immeuble, bien sûr. Vous avez combien de personnes dans votre structure là à Monaco? En fait, moi, j'emploie 4 personnes à l'année, donc 4 personnes employées, et je fais travailler beaucoup d'intermittents, bien sûr. Et bon, les mois comme ceux-ci, normalement, je sors jusqu'à 200 fiches d'intermittents au mois. Et donc là, dans ces circonstances, est-ce que vous avez fait appel au CTTR pour vos salariés? Dans quelle mesure bénéficiez-vous des mesures gouvernementales? Au début, moi-même, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui était possible. Donc, je me suis adressé directement, bien sûr, à l'inspection du travail, où là, c'était pas clair du tout, c'était tout au début.
J'ai appelé également au Conseil national où on m'a dit qu'on allait m'informer que ça allait bouger très vite. Et puis le gouvernement a bougé. Ça s'est passé très simplement puisque tout a été fait par les comptables. Et en plus, bon, j'ai déjà été remboursé immédiatement, très peu de temps après, du mois de mars. Vincent Wathelet, vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes de nationalité belge, vous êtes résident à Monaco depuis quoi, 20 ans? Il y a 23 ans. Si vous aviez été, vous, avec votre entreprise en Belgique aujourd'hui, est-ce que vous auriez bénéficié des mêmes conditions? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, je reste bien sûr en relation avec beaucoup de pays, dont la Belgique qui est mon pays d'origine. Le gouvernement a réagi, mais le pays étant aussi plus grand, il lui a fallu plus de temps pour mettre en place. Donc aujourd'hui, les formules mises en place, me disent mes collègues et les entrepreneurs belges, sont des belles formules qui sont bien mises en place, les paiements arrivent, mais ça a été beaucoup plus lent qu'à Monaco où la réactivité a été exceptionnelle du gouvernement, du Conseil national. J'ai suivi, bien sûr, sur les antennes, les séances publiques également du Conseil national, les décisions du gouvernement, enfin, votre émission que j'adore, je vous le dis, je la suis tous les jours. Et ça nous a permis de rester en lien continuel avec ce qui se passe à Monaco et bravo. Donc Vincent Wathelet, vous êtes un Belge en principauté heureux. Alors vous considérez que de vivre ce confinement et de faire face à cette crise sanitaire, c'est mieux de le faire à Monaco qu'ailleurs. La réactivité est exceptionnelle. À ce que je sache, vous n'aviez jamais prévu, et personne ce cas de figure, mais le chômage technique temporaire n'existait pas. Donc quand même, de voter un décret aussi rapidement, de le faire passer, de pouvoir intervenir pour que des entreprises telles que la mienne en bénéficient dès le 16 mars, moi je trouve ça exceptionnel. Là, en l'occurrence, on parle du chômage technique temporaire renforcé. Merci beaucoup Vincent Wathelet, grand producteur de télévision belge et patron de CIS, d'avoir été en ligne avec nous. Donc un locataire heureux, ça fait plaisir à entendre. À bientôt. À bientôt, merci. Alors, après le locataire, nous retrouvons à présent le propriétaire. Bonsoir Gildo Pastor. Bonsoir. On vous retrouve en duplex depuis New York, où vous êtes évidemment consul et où vous résidez. Gildo Pastor, on vient de parler avec Vincent Wathelet, un de vos locataires. C'est un cas isolé ou ils sont tous contents comme ça? Non, ils sont assez contents, mais vous savez, il faut voir l'état du pays en général. Il va y avoir des difficultés pendant longtemps. C'est des gens qui sont contents, mais il faudra que dans la durée, il le soit toujours. Donc, on est à l'écoute de ce qui peut se passer, et voilà. Il dit, votre locataire, que vous avez pris cette mesure de vous-même et très rapidement. Vous n'êtes pas fait courir après en tant que propriétaire, parce que d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez pas été inondé de courriers? Vous savez, c'est peut-être un cas exceptionnel. On est le plus gros immeuble de bureau. Il faut savoir appréhender ce que les gens vont demander et ce que nous, on peut apporter. On est d'accord, mais ça représente un geste financier très important. Un quart de moins sur tous les loyers et un report de 100% jusqu'au trimestre prochain. Pour vous, ça représente une perte sèche colossale. Ça représente une perte sèche. Mais ça représente aussi l'investissement qu'il faut pour ces entreprises pour rester. Et moi, je ne peux pas supporter de perdre un client. Donc, j'ai fait cet effort. Quand vous voyez qu'il y a une proposition de loi émanant du Conseil national qui propose un abaissement de 20% des loyers, donc vous, a priori, vous avez fait plus parce que vous avez fait 25% d'abaissement et un report de 30%. Vous êtes favorable à ce genre d'initiative et à une loi parce qu'on a vu aussi cette autre locataire qui, elle, ne bénéficie d'aucun geste de la part de ses bailleurs. En fait, en tant que propriétaire immobilier, je ne suis pas favorable à des lois, mais en tant que monégasque, je trouve que c'est bien. Très bien, mais alors là, qui nous parle, le propriétaire ou le monégasque? Le propriétaire. Bon, très bien. Gildo Pastor, vu que vous êtes à New York, je vois que un New-Yorkais sur 5 a contracté le virus et que la ville est actuellement déserte. Quel est votre sentiment là en ce moment quand vous sortez dans les rues de New York? Je suis dans un immeuble de 100 appartements et seulement 3 sont occupés. Cela montre bien que les gens ont fui.
Les rues sont désertes, oui. Les gens font la queue aux banques alimentaires. C'est pas banal, hein. Beaucoup de faillites quand vous vous promenez dans les rues de New York. Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui, a priori, devraient fermer leurs portes définitivement? On parle qu'il y a 30% des restaurants qui ne réouvriront pas. Ça dépend beaucoup des quartiers. Les restaurants du quartier qui sont fermés, hein, mais j'en connais les propriétaires, ils ne réouvriront pas. Merci beaucoup Gildo Pastor, donc avec votre casquette de propriétaire dans cette émission Monaco face au Covid-19 et surtout un monégasque à New York. Merci beaucoup Gildo Pastor, à très bientôt. À bientôt. Face au virus, la résistance est en place. Voici le best-of de vos posts sur le réseau Malizia. Pendant le coronavirus, on reste à la maison. Ok, direction le CHPG à présent pour notre point hebdomadaire. Bonsoir Mathieu Liberator. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous présidez la commission médicale d'établissement au CHPG. C'est quoi la commission médicale d'établissement ? Alors, cette commission médicale d'établissement est une commission qui réunit l'ensemble des chefs de service, qui se réunit régulièrement, en général de manière mensuelle, et qui valide un certain nombre de décisions dans le fonctionnement des services, à savoir les recrutements médicaux, les projets de service, et qui fait partie des discussions au niveau de l'institution avec la direction et avec le conseil d'administration pour valider certaines orientations. Donc, docteur Liberator, vous êtes le chef des chefs, hein. Vous avez des galons, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mathieu Liberator, régulièrement dans ce point hebdo avec le CHPG, on fait d'abord un premier point chiffré. Combien de patients atteints du Covid-19 avez-vous en traitement actuellement ? Alors, il en reste plus beaucoup puisque le confinement a fait son effet, donc on a très peu de nouveaux patients. Ce matin, il reste 3 patients dans le service de réanimation et 3 patients dans le service d'hospitalisation conventionnel. Mais étant donné que vous vous étiez complètement réorganisé pour pouvoir faire face à cette crise sanitaire et pouvoir faire face à une vague de patients atteints par le Covid-19, c'est-à-dire que là, vous avez un hôpital vide ? Tout à fait, depuis 6-7 semaines à peu près, donc toutes les activités non urgentes ont été mises à l'arrêt. Il n'y a que certaines activités qui relèvent notamment de la pathologie cancérologique qui sont maintenues parce qu'il ne faut surtout pas que le patient qui présente ce genre de pathologie ait une perte de chance, mais tout le reste est à l'arrêt. Et donc c'est un petit peu ce qui est prévu dans les semaines à venir, c'est de relancer toute cette activité également. Finalement, quelles sont les conséquences de ces déprogrammations quand pendant plusieurs semaines, on ne traite pas les cas classiques, les pathologies classiques hors Covid ? Dans tous les domaines médicaux, il y a un certain nombre de patients qui sont en attente de bilan. Évidemment, il n'y a pas d'urgence, mais pour vous donner quelques exemples concrets, dans un service, par exemple, comme celui de la gastro-entérologie, le docteur Astier a précisé hier qu'il avait 400 patients à peu près qui étaient en attente d'endoscopie. Et si on fait ces endoscopies, c'est pour dépister des lésions. Donc, ces patients qui sont en attente, malheureusement, dans le lot, il y en a quelques-uns qui ont des lésions pour lesquelles il faut faire ces examens de dépistage. Dans mon domaine, c'est la même chose. Quand on fait des mammographies de dépistage, évidemment, il n'y a pas d'urgence, mais quand vous en faites 20 ou 30, dans le lot, vous avez le dépistage en général précoce d'un cancer du sein. Et c'est tout ce qui fait qu'on arrive bien à traiter ces patientes. C'est parce qu'on fait des diagnostics précoces. On sait aujourd'hui que dans tout un tas de spécialités médicales, il va y avoir un retard au diagnostic. Si je lis entre les lignes de ce que vous êtes en train de dire, docteur Liberator, c'est qu'il pourrait y avoir ou y avoir eu plus de dommages, plus de dégâts hors Covid
que liées au Covid, tout simplement parce que de nombreux cas n'auront pas été traités dans les temps? Alors, on a la chance à Monaco et d'une manière un peu plus générale au niveau des Alpes-Maritimes d'avoir été assez peu touché par cette épidémie. Donc, c'est plus facile aujourd'hui de dire que il aurait peut-être pas fallu tout arrêter, mais on s'attendait à quelque chose de très compliqué, voyant ce qui s'est passé vraiment pas très loin en Italie, voyant ce qui se passait aussi dans le nord de la France. Il était impossible de faire autrement. Maintenant, on a aujourd'hui à une phase différente. On sait plus de choses sur cette infection qu'on ne le savait il y a 6 ou 7 semaines. On a maintenant un peu plus l'habitude aussi de moduler les unités d'hospitalisation et les unités de réanimation sur le versant Covid ou sur le versant non Covid selon les besoins des patients. En tout cas, il est temps aujourd'hui de relancer toutes ces consultations programmées, toutes ces hospitalisations programmées et effectivement les interventions également qui étaient programmées avant et qu'il faut reprogrammer maintenant. Mathieu Libérateur, merci pour cet exercice de transparence et de franchise d'ailleurs. Là aujourd'hui, la cabine de pilotage du CHPG, est-ce que vous pilotez à vue ou est-ce que vous savez ce qui va se passer? Dans quelle mesure avez-vous de la visibilité? Parce qu'on parlait de ces fameuses courbes de l'épidémie. On s'attendait à un pic, on s'attendait à une première vague. La première vague n'est pas venue. Est-ce que vous savez si une deuxième vague, dans le cadre du déconfinement, pourrait venir? Je pense qu'il faut être très prudent. Vous entendez dans les médias les plus grands experts internationaux qui ne disent pas la même chose. Certains ont des avis très discordants. Donc, il nous faut, nous, avoir la plus grande prudence. C'est le cas pour la population dans son ensemble lors du déconfinement. Donc, réouvrir l'hôpital et refaire venir les patients à l'hôpital, ça implique aussi un certain nombre de mesures préventives qui vont être renforcées. C'est-à-dire que toute personne, patient ou accompagnant, qui va venir au sein des murs de l'institution va devoir porter un masque. Donc, s'il en a un chez lui, il faut qu'il vienne avec, sinon on le fournira dès l'entrée dans les murs de l'hôpital. Et puis, tous les gestes barrières que vous connaissez vont être renforcés pour sanctuariser en quelque sorte cet hôpital. Mais après, il est très difficile de prédire ce qui va se passer dans les 3-4 semaines. Là, on sait qu'aujourd'hui, le virus diffuse très peu. Donc, circuler aujourd'hui, à la limite, c'est le meilleur moment pour venir à l'hôpital. Dans les 3, 4, 6 semaines qui vont venir, on va voir un petit peu comment ça va réagir. On a des outils pour mesurer un petit peu une éventuelle reprise de cette épidémie. On verra également l'afflux de patients réaccroître, on l'espère, modérément au niveau des urgences qui sont dédiées à cette pathologie Covid-19. Ce seront des éléments qui nous feront éventuellement lever le pied sur le reste de l'activité. Mathieu Libérateur, président de la commission médicale d'établissement du CHPG. Merci docteur d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Allez, place au best-of des réseaux sociaux. Hé, stop. Venez, on va faire un autre jeu. Had een kopje koffie, zie ik. Ja, kan ik ook over u? Goed, alsjeblieft. Even kijken. En dan een glaasje water erbij. Geen probleem, alsjeblieft. Le premier qui fait tomber le billet a perdu et l'autre récupère tout l'argent. Vous êtes prêts? C'est parti. Quel quartier de Monaco fera le plus de bruit en hommage aux héros de cette crise? Ce vendredi soir à 20h pour la Battle des immeubles, nous serons au Larvoto du côté du Testimonio, des Carmes et du Rocabella. Pour augmenter vos chances de remporter le prix, n'hésitez pas à vous filmer et à partager les images sur le réseau Malizia sur Facebook. Nous les diffuserons sur Monaco si elles sont bonnes. Demain soir, nous serons au Millefiori. Ce sera le dernier soir du premier tour avant la finale et le cadeau surprise pour les gagnants. Monaco face au Covid-19, vous l'avez compris, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h, tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info. 5, 4, 3, 2, 1,
Du bruit! C'est l'épisode de la bataille des immeubles. Et on fait du bruit dans le quartier de Fontvieille, aux eucalyptus, avec la caserne des pompiers qui arrive dans quelques secondes. On veut voir tout le monde au balcon. C'est tout ce que vous savez faire. Et faites du bruit. Voici les pompiers de Fontvieille. Encore plus fort. La caserne des pompiers de Fontvieille. Ils sont en vente. Et ils sont trop forts. Ça, c'est faire du bruit. Allez, encore. Alors, les pompiers. Oh, 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 oh.